Mélina Huck, que je vais demander de s'installer autour de la table. Donc, qui est médecin psychiatre au Centre Ressources Autisme en ARA, donc structure médico-sociale qui existe depuis 2005-2007, lors du premier plan autisme et qui est financé donc, par l'ARS, donc dans chacune des régions. Je vais inviter également Tatiana M, donc, qui est déléguée générale adjointe de l'Association régionale des missions locales d'Île-de-France. Donc les missions locales qui font partie du service public de l'emploi, il y en a 436 en France. Donc elles permettent de surmonter les difficultés auprès des jeunes de 16 à 25 ans et de faciliter leur insertion professionnelle et sociale. On a 1,1 million de jeunes qui sont aujourd'hui accompagnés par ces structures. Et j'accueille également Bruno Renard, donc responsable RSE au CEA de Grenoble, qui est le commissariat à l'énergie atomique. Donc le CEA, c'est 21 000 collaborateurs et il y a 9 centres de recherche, dont Grenoble, qui compte 5 000 collaborateurs, donc c'est un gros centre. Merci. Et enfin, je vais appeler Philippe Brousse. Secrétaire général de Keops en Auvergne-Rhône-Alpes, donc Keops qui fédère les 10 Cap Emploi sur la région et leurs associations gestionnaires. Donc c'est 300 salariés qui interviennent aux côtés de Pôle emploi auprès de 52 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap en région ARA et qui réalisent également 3 560 maintiens dans l'emploi en 2022. Et bien, merci à tous d'être présents ce matin. Sur ce premier temps d'échange, on va revenir, docteur, sur justement ce que Julie a développé de manière importante, mais sur finalement l'origine du trouble de l'autisme, peut-être, puisqu'on entend parler parfois de maladie. En fait, on sent que les choses ne sont pas tout à fait claires. Donc, voilà, si vous pouvez nous apporter un premier éclairage sur ce sujet. Et je vais vous passer le micro. Merci, bonjour à toute la salle, à tout le monde. Il y a déjà eu beaucoup de choses très claires et vraiment très intéressantes de dites, donc je vais juste enfoncer des portes ouvertes probablement. Effectivement, l'autisme, ça n'est pas une maladie. C'est-à-dire qu'une maladie, c'est un processus pathologique d'installation d'événements où on va perdre des fonctions, par exemple. Ce n'est pas le cas de l'autisme. L'autisme, c'est ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement, mais en fait, c'est une particularité de la mise en place du fonctionnement fin au niveau cérébral, dont on n'a pas encore clairement tout à fait tout compris, dont l'origine, il y a pas mal d'éléments qui sont génétiques. On le voit notamment parce que dans les familles, on voit une récurrence importante, mais ça n'est pas forcément héréditaire. D'accord ? Tout ce qui est génétique n'est pas héréditaire, chose qui arrive aussi au moment de la conception. Des nouveautés qui se créent au niveau du génome. Parfois, ça entraîne des catastrophes, et puis parfois, pas du tout. Ça entraîne des choses tout à fait intéressantes. Au niveau du génome, j'entends bien, je ne parle pas des gens. Et donc, ces particularités, elles vont amener à un fonctionnement qui va être différent. Donc, on ne va vraiment pas parler d'une maladie, mais plutôt d'un fonctionnement, de type d'apprentissage essentiellement. Moi, je m'occupe aussi de tout jeunes enfants. Et notre soin, entre guillemets, c'est de leur apprendre des choses d'une manière différente, de manière à ce qu'ils puissent les apprendre. Parce qu'ils ne vont pas apprendre de la même façon. Ils ne vont pas appréhender l'environnement de la même façon. Et le handicap, on en a parlé, il vient en fait de si l'environnement leur convient ou non. Mais dans un environnement qui leur convient, ils sont très bien, et il n'y a pas de question de maladie. Donc on ne cherche pas à les soigner, à les changer, à les normaliser. Voilà. Merci. On a abordé également la question du diagnostic. Toujours, docteur, par rapport à cette question du diagnostic, puisqu'on a noté qu'il y avait beaucoup de personnes qui peut-être méconnaissaient leur situation. Qu'est-ce que vous constatez dans votre cabinet par rapport à votre activité ? Est-ce que ça tend à changer ? Est-ce que les personnes, c'est parce qu'elles se confrontent à leur réalité au travail ? Qu'est-ce qui fait qu'elles viennent vous voir ?
Alors moi je suis pas en cabinet, mais je suis bien à l'hôpital, donc je pense que c'est aussi une réalité différente. Par contre, pour répondre à qu'est-ce qui est fait ici à Lyon, hein, et on a bien conscience qu'il il aurait besoin de beaucoup plus de moyens. Ce qu'on a développé, c'est un accompagnement en fait des professionnels du libéral pour faire ces diagnostics. Donc ce sont et de l'hôpital d'ailleurs, tous thérapeute, psychologue ou psychiatre qui a un patient, soit qui vient lui dire moi je me questionne par rapport à l'autisme, soit qui lui-même a cette question aussi pour son patient. On va faire le diagnostic ensemble. Donc parfois ce sera vrai, parfois non, ce sera pas ça. Souvent ils ont vu juste, ce qui leur permet ensuite de continuer l'accompagnement et eux-mêmes de s'être renforcés dans le fait qu'ils connaissent et donc de pouvoir essaimer cette connaissance autour de l'autisme, et en particulier des adultes sans déficience, parce qu'on parle de 1% de la population. En réalité, les Américains, ils ont des chiffres qui sont plus élevés que cela. Et le gap, on voit bien qu'il est plutôt du côté des personnes adultes sans déficience, et il ne passe pas une journée sans qu'on ait une demande, je dois vous le dire. Donc on est effectivement en difficulté pour répondre rapidement, mais on essaie de répondre au mieux et surtout de mobiliser les professionnels qui sont déjà sur le terrain, qui connaissent déjà les patients, parce qu'en réalité, dans plein de cas, ils ont déjà des soignants. Voilà. Merci. Pour poursuivre sur cet échange, Tatiana, ce qu'on a pu voir et entendre à plusieurs reprises ce matin, donc c'est qu'on était plutôt dans une démarche aujourd'hui d'accompagnement, je dirais, de ces enfants ou de ces adolescents qui se découvrent dans leurs particularités. Comment la mission locale aujourd'hui, pourquoi la mission locale d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, s'est penchée sur ce sujet de manière assez spécifique? Tout à fait. Le réseau des missions locales donc, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle. Rien ne les prédestinait à s'occuper du sujet de l'autisme. L'autisme est un handicap parmi tant d'autres de typologies de handicap. Néanmoins, plusieurs raisons concourent au fait que les missions locales ont été amenées et on les a aidées dans ce sens pour s'emparer pleinement du sujet. Permettez-moi juste de narrer une petite anecdote qui va faire le lien avec ce qui a été dit à l'instant. Le GAP, ce sont les adultes qui ne sont pas diagnostiqués sans déficience. Un de mes amis, âgé de 50 ans, a eu son diagnostic à l'âge de 52 ans. Il m'a dit, tu sais, c'est deux vies que j'ai. Une avant et une après. Le après, je comprends beaucoup de choses. Je sais maintenant, dans mes relations sociales, qu'est-ce qui pose problème. J'arrive à mettre un mot sur cette différence. Mais sais-tu qu'il y a 2 tentatives de suicide à l'âge de l'adolescence ? Voilà. Pourquoi ? Parce que à côté des autres, à côté du monde, ne comprenant pas les sous-entendus, ne comprenant pas les mécanismes à l'œuvre d'exclusion. Et donc, c'est là que, travaillant pour le réseau des missions locales, je me suis dit qu'il y avait urgence à s'occuper du sujet pour les 16-25, pour éviter, qu'il y ait des passages de cette nature et faire en sorte que les conseillers qui sont à la première ligne et qui peuvent poser un mot, du moins orienté vers les bonnes personnes pour qu'un diagnostic, le cas échéant, puisse être posé, était primordial. De l'autre côté, il se trouve que les référents handicap qui travaillent à l'œuvre dans ces missions locales rencontrent des jeunes autistes et ne savent pas toujours comment faire pour réussir à bien les accompagner et les insérer. Enfin, je dirais que il est important, mais comme dans toute chose, de pouvoir mettre le mot sur l'origine exacte du dysfonctionnement. Parce que sinon, on va accompagner à côté. On va passer beaucoup de temps sans que l'insertion derrière qui est souhaitée, la recherche de l'autonomie du jeune, soit atteinte. Et donc, il était important de pouvoir repérer, accompagner et insérer, donc outiller le réseau des missions locales sur ces 3 axes. Et c'est ainsi que le programme de formation ARIA a vu le jour. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui Bruno Renard, puisqu'on est 2 à avoir travaillé dès l'origine sur ce programme, qui est aujourd'hui offert à toutes les missions locales qui en expriment le besoin et qui en font la demande. Qui sera aussi proposé aux employeurs ? Tout à fait. Alors ce programme, il se décline avec un volet de professionnalisation pour les conseillers, les référents des missions locales, mais aussi sur un axe
employeur avec un kit employeur pour leur permettre de comprendre très rapidement les grandes lignes du fonctionnement des salariés personnes autistes, comment réussir la démarche d'intégration, le recrutement, comment le repenser et quelles sont les aides mobilisables pour favoriser les adaptations le cas échéant. Merci Tatiana. Je vais poser maintenant une question à Bruno, puisqu'on a parlé, je dirais, de ce que peut être l'autisme. En situation de travail, Bruno, vous avez souhaité vous en préoccuper. Donc vous avez mené une expérimentation, entre guillemets, si je puis dire, en 2018, puisque vous êtes parti sur l'idée qu'il fallait recruter des personnes en situation de handicap atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme et qu'il fallait que ça marche. Et donc, après plusieurs tentatives, on va dire, peut-être pas toujours réussies, vous avez fait un certain nombre de constats sur ce qu'il fallait mettre en place ou ce qui manquait peut-être pour réussir. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? On a toute la journée? Non. Ça... Alors, vous avez 5 minutes, Bruno. Bon, on a pris un peu d'avance, là, j'ai vu, donc c'est bon. Alors, d'abord, je tiens à rectifier, je ne suis pas responsable CSE, mais RSE, responsabilité sociétale de mon entreprise, environnement et social, ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Après, on parle donc d'autisme, d'handicap, donc je peux dire, je suis très modeste, c'est ma fête, mais j'ai une très grande expérience d'accompagnement de personnes autistes dans l'entreprise, c'est pour ça que je suis là. Et donc, des fois, je mets des points sur les i par rapport à des gens qui disent des choses, mais qui ne sont pas dans le monde de l'entreprise et qui ne l'ont pas vécu. Donc, j'ai un signe autistique, pas un symptôme. Quand on fait des conférences, il y a des autistes dans la salle, et ils me disent, Monsieur Renard, on n'a pas un symptôme. C'est un signe, parce qu'il y a des autistes qui ne se considèrent pas comme personnes en situation de handicap. Elles sont atypiques, alors qu'elles ont une RQTH à côté de ça. Ok, donc il y a dans le spectre plusieurs ça. Donc moi, mon signe, c'est sans filtre. Et comme je ne suis pas dans le milieu, il y a des mots que je peux employer qui peuvent choquer. Parce que quand j'ai commencé à travailler dans le monde du handicap, j'ai commencé à parler de déficience intellectuelle, de handicap de la vie. On m'a dit non. Et en fait, j'ai découvert un monde où il n'y a que des personnes qui sont concernées par le handicap. Et grosso modo, mon patron m'a dit, allez, toi qui es bien dans ta tête, tu vas t'occuper du handicap parce que tous, ils ont un fils, ils sont aidants, ils ont une particularité. Donc tu mets mode projet. Ce qui fait que je suis sans filtre aujourd'hui, je peux vous dire des choses. Communes. Tout à l'heure, je n'ai pas réagi. Mais mon job, c'est de dire aux entreprises pourquoi elles ont intérêt à recruter des personnes autistes en particulier, puisque c'est la diversité. Aujourd'hui, la diversité est une opportunité pour toutes les entreprises. Les métiers en tension, les réfugiés, les personnes en situation de handicap, les QPV. Donc, quand on a la chance d'avoir ces trois typologies aujourd'hui de handicap cognitif, parce que là, l'autisme, c'est 1%, ça s'est révélé il y a 3-4 ans. Il y a les multidis qui arrivent très fort, et les TDAH. Et alors, quand on sait qu'un autiste, il cumule, là, on a la totale quand il arrive. Et donc, il faut prendre en compte certaines choses et il faut être honnête avec les entreprises quand on va leur dire, voilà, tu vas recruter une personne autiste, voilà ce qu'elle va t'apporter et tout. Donc, juste une petite, par rapport à ce qu'a dit la dame d'avant, trop honnête. Pendant des années, on a dit, l'autiste, il peut aller dans l'armée, il est honnête, il ne peut pas mentir, ni rien du tout. Force est de constater qu'il y a des autistes supérieurement intelligents, que j'ai eu côtoyé, que j'ai adoré, savent, comme elle l'a dit à un moment donné, se vendre à un moment donné. Et peuvent complètement perturber son intégration dans l'entreprise parce qu'il a compris, et comme il est plus intelligent que nous, il sait un petit peu nous détourner de la réalité. Donc je ne dirais pas qu'il ment, on ne peut pas dire ça, je ne suis pas psychiatre, mais je sais qu'il s'est adapté sa situation par rapport à ça. Donc je dois tout dire, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'accompagnement. Alors comme il ne me reste plus que 30 secondes et demie, qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait y revenir après. Je décide, parce que c'était à la mode, on va parler comme ça, je suis sans filtre, de dire, allez, on va recruter une personne autiste et on va mettre tous les moyens de l'entreprise au service. Assistante sociale, service médical du travail, médecin, RH et tout ça. Et au bout de 3 mois, c'est une catastrophe. Je tape du poing sur la table, j'ai dit c'est pas possible, j'ai la honte. On m'a dit qu'en plus, dans les sens de recherche technologique, l'autiste, il apporte des tas de choses. Et là, lui, c'est un échec. Et en fait, l'échec,
on l'a vu. Donc j'ai réuni des personnes autour d'une table, un premier groupe de travail, 10, après 15, après 20, après 30, des neurologues, des gens tous intéressés, le C3R et tout ça, parce que c'était un employeur qui posait des questions basiques. Et en fait, on s'est aperçu, je vais faire quelques clichés, parce que c'est la famille. Mais à quelle heure il y a un employeur qui va accepter, quand il va prendre un entretien en candidat, de faire venir son papa ou sa maman? Jamais. Et ben voilà, ça, on peut évoluer. Parce que sans la famille, on n'a pas le moyen de taper sur la vie de l'autiste qui a besoin d'une régularité, de tout ça. Et donc, je me suis dit, on va remettre en cause tout ça, et on va lancer une expérimentation, on va recruter 3 autistes. En CDD, on ne peut pas prendre le risque, parce que ça fait peur à tout le monde. Donc, 3. Un dans un labo, un en ressources humaines, et un à la communication. Oui, à la communication, il faut prendre des risques dans la vie. Bon, je vais faire simple, on prend des job coachs. Alors, je me suis fait taper sur les doigts par le secrétaire d'État au handicap, même, qui disait, c'est les job coachs, non, après il y a eu les emplois accompagnés. C'était pas bien vu, les job coachs à l'époque, je m'en fous, je les paye, comme ça, il n'y a pas de problème, supervisés par d'autres job coachs, et on les suit, on parle avec la famille, on fait des réunions et tout, on les intègre. Le premier, RH, au bout de 6 mois, on s'en sépare, il nous avait complètement, c'est lui, après d'autres, au niveau de l'entretien, il n'avait pas du tout dit la vérité. Il avait su, voilà, et donc ça s'est très mal passé parce que les codes sur lesquels on allait mettre, tout ce qui a été dit, les travaux et tout ça, ne correspondaient pas du tout à sa réalité. Les 2 autres, on les a suivis, ils ont fait 18 mois, donc on est allé jusqu'au bout, c'est une expérimentation qui a eu lieu. On en a tiré un retour d'expérience. Moi, je suis une entreprise, donc j'évalue ce qu'on fait, est-ce qu'on est capable, en capacité de faire quoi. Donc, on pourrait y revenir par rapport à des questions, mais ça a été très très fort. C'est-à-dire, pour ça que la GFIP, à un moment donné, était très intéressée pour savoir, parce qu'il y a la subvention de tout ça. Un handicap dit classique, malentendant, malvoyant, PMR et tout, vous aménagez son poste de travail, faites quelques efforts. Le 6%, depuis des années, y arrive. Vous prenez une personne autiste, on parle des autistes, c'est toute sa vie qu'il faut le suivre. On avait un ingénieur, il était intégré depuis 10 ans, tout allait très bien, il était autonome, il avait son appartement, il avait tout. Il était intégré dans l'équipe, et un jour, il part en live. Classique, son bus avait été décalé de 10 minutes. Ouais, voilà, c'est des clichés, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, le coût d'intégration d'une personne multidis, autiste ou TDAH dans une entreprise méritera des aménagements, postes de travail, des salles de repos, des choses comme ça. Puis des fois, ce n'est pas le bâtiment, hein. Il suffit de penser à la personne elle-même. On a des montres qui gèrent le stress. Enfin, voilà, c'est comme un malentendant. Vous n'allez pas mettre des sirènes partout. Il suffit de lui mettre un petit bracelet. Et quand ça sonne, il le sent. On ne va pas aménager tout son poste. Donc, il y a des choses comme ça à faire très intéressantes sur ces aménagements. Et là, je commence à partir et je déroule et je ne réponds pas à votre question. C'était les constats que vous aviez. Donc, le constat, je vais dire, le plus simple, et on pourra y revenir après, c'est qu'il faut accompagner, suivre. Regardez, il y avait la notion de tuteur tout à l'heure ou de référent. Des mots parlent aujourd'hui de fertilisation au sein de l'entreprise. Et le terreau. Si vous dites, comment ils appellent ça les jeunes? Le bottom-up. J'ai appris ça dernièrement. On fait du top-down, c'est-à-dire on arrive, paf, mais s'il n'y a pas le bottom-up, c'est-à-dire l'implication du salarié, on est mort dans le changement de comportement, dans l'évolution sociétale, sur tous les sujets qui arrivent, la sobriété énergétique, le handicap et tout ça. Et donc, plutôt de parler de former d'équipe, tout à l'heure j'ai entendu, sur notre tour, il y a un autiste qui va arriver. J'ai peur. Donc en fait, il y a une sensibilisation globale dans l'entreprise qui permet de fertiliser un peu, et ensuite il y a un terreau d'accueil qui est fertile pour recevoir. Si un manager dit je veux recruter un autiste et vous l'aurez, ou ça passera pas. Il faut qu'il y ait un accompagnement des salariés puis un suivi derrière. Donc je dirais c'est ça, c'est le rapport humain avant tout, et après la personne peut se déclarer. Je terminerai juste sur un exemple. Je source, parce que je travaille beaucoup sur l'inclusion, je source pour un job d'été dans une mission locale un bac plus 5 en graphisme, voilà, parce qu'on ne source pas que des sans diplôme. Arrive une jeune femme qui, au bout de 15 jours, comme on l'a dit tout à l'heure, s'est révélée autiste. Elle est venue voir en disant « Bruno, il faut que je te dise, je suis autiste. » Ah bon, et pourquoi tu ne l'as pas dit au début? Parce que ça s'était mal passé dans d'autres... Elle a une RQTH qu'elle ne déclare pas. Et là, donc j'ai dit, ah ben c'est bien, je commençais à l'intégrer dans l'équipe. Et là, donc, au niveau du recrutement, tout allait bien. Mais après, il a fallu adapter, lui acheter un casque, la mettre, la faire reposer. Alors c'est vrai qu'elle travaillait avec sa capacité
moi j'appelle ça c'est quoi le film les X-Men, ceux qui ont un coup d'avance sur nous. Ok, on sera tous autistes bientôt. Donc en fait voilà, et ça sera l'évolution de la société, on arrivera tous à se parler. Donc plus de conflits sociaux. Donc voilà, c'est l'intégration, le suivi, l'accompagnement, l'écoute et l'adaptation, l'adaptabilité de toute la chaîne. Là, ce qu'il n'a pas dit, parce qu'elle est très très modeste comme moi, ce que fait le projet ARIA, il est essentiel, il va se déployer ailleurs et partout ailleurs dans des missions locales. L'idée, c'est le repérage. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 1% d'autistes, Madame disait, quand on cherche vraiment 2, 3, 4, 10, 20%. En fait, jamais on pourra diagnostiquer tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible, 2 ans d'attente. Ok. Donc, ce que fait ARIA, c'est simple. Elle va aider des gens. Tout le monde d'ailleurs, tout le monde devrait faire un massage cardiaque. Savoir faire un massage cardiaque, on devrait l'apprendre à l'école. On peut sauver des vies humaines. Et bien là, il suffirait juste, vous voyez, le début de la vidéo qui commence, c'est 3 conseillers des missions locales. Il y en a une qui dit, ah, tu reçois le mec un peu bizarre. Donnons un peu d'informations à chaque personne pour qu'il puisse repérer 20% de la population, les multidis. On est combien dans la salle ? Il y a des autistes, certes, mais il y a plein de multidis, il y en a 20%. Si on donne des codes à tout le monde pour qu'on puisse se reconnaître et aider à l'intégration, je pense que là, ça sera gagné. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Bon, Philippe, vous passez derrière. Attention, un peu de pression. Après ces témoignages, on se rend compte de l'importance des structures accompagnantes, qui est aussi une coordination, un suivi pour faciliter la recherche de solutions, donc pour les employeurs. Vous, par rapport donc, à votre position au sein du service public de l'emploi, comment vous accompagnez les employeurs? Comment vous répondez un peu aux besoins d'accompagnement des employeurs sur ces sujets? Alors, on est sur les employeurs, on est sur la structure SPE avec le double accompagnement des personnes et des employeurs. Je peux vous faire que l'employeur, si vous voulez. Les deux. Les deux. Depuis 2022, alors déjà, c'est pas facile de passer après vous. C'était déjà pas facile de passer après Julie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de pas répéter. Au niveau du service public de l'emploi, depuis 2022, ça s'est mis en place courant 2022 et 2023. On a organisé une offre de services intégrée Cap Emploi et Pôle Emploi au sein des agences Pôle Emploi, en constituant ce qu'on appelle des teams handicap. Alors, il y avait déjà des collaborations avant entre les deux réseaux, mais souvent, chez Pôle Emploi, il y avait un référent handicap par agence, voire 2 sur des grosses agences. Aujourd'hui, le team handicap, ça réunit des psychologues du travail, des conseillers Cap Emploi spécialisés, des conseillers Pôle Emploi spécialisés, des chargés de relations entreprises de Pôle emploi spécialisés sur le handicap, et ça constitue des teams de 5 à 6 personnes selon la taille des agences. On a plusieurs modalités d'accompagnement. Il peut y avoir des accompagnements en fonction des besoins des personnes par un conseiller Pôle emploi spécialisé au handicap. Une modalité d'accompagnement par un conseiller Pôle emploi avec un appui ponctuel d'un conseiller Cap emploi qui ne va pas prendre le fil rouge de l'accompagnement, mais qui pourra intervenir à des moments où l'expertise sera sollicitée par rapport à une question de compensation, de rétablissement. Et puis, il y a une modalité d'accompagnement qui s'appelle Expert Handicap, qui est réalisée par un conseiller Cap emploi. Concernant les personnes, les demandeurs d'emploi autistes, elles ne sont pas nécessairement orientées sur une modalité expertise handicap, mais c'est bien en fonction de l'impact du handicap et du besoin de la personne que la modalité est opérée et choisie. Après, là, on est sur l'aspect généraliste au niveau du service public de l'emploi. Et après, on peut s'appuyer sur des prestations, sur des partenaires, sur des dispositifs. La première prestation, c'est la prestation d'appui spécialisé, on en a entendu parler.
qui est une prestation qui est conçue, financée par la GFIP et le FIP, avec un suivi, une prestation de bilan, d'analyse de capacité spécialisée par typologie de handicap, dont le handicap psychique, à l'intérieur duquel on va trouver le spectre autistique. Le deuxième dispositif auquel je pense, c'est on en a parlé aussi un petit peu, puis je crois qu'il y a une intervention après sur l'emploi accompagné, donc je laisserai Sandrine le développer, notre collègue. Et puis, de plus en plus, des acteurs du médico-social ou du monde associatif, je pense à Planète Autisme, mais il y aura aussi une intervention, sur lesquels on peut s'appuyer pour accompagner des parcours en fonction des besoins et des spécificités des bénéficiaires. Tout ça, ça veut dire que l'enjeu, il est de conjuguer des expertises, des dispositifs spécifiques au sein d'un cadre de droit commun, généraliste, dans une dimension inclusive. Voilà. Et on est sur la prise en compte des spécificités au milieu d'un environnement tel que l'a décrit Julie tout à l'heure, mais vraiment au niveau sociétal. Alors ça, c'est le gap, c'est la construction telle qu'elle est pensée. Il y a encore des évolutions, on est loin d'être arrivé à maturité, à fluidité. C'est au travail et c'est là où on s'emploie tous à travailler. Par rapport aux employeurs. Alors, par rapport aux employeurs, moi, il y a vraiment deux choses, mais je suis content que ça a été abordé parce que très souvent, on aborde l'aspect aménagement du poste de travail, l'environnement du poste de travail, et trop peu souvent, on pense au processus de recrutement. Effectivement, Julie l'a bien précisé tout à l'heure, avant d'aménager le poste, il faut déjà qu'il y ait recrutement. On a un énorme enjeu, et là je vous regarde, j'espère qu'il y a des référents de la fonction publique, je regarde Guillaume. Julie a parlé de la difficulté de l'entretien, et j'étais content de voir qu'il y avait des processus qui passaient par des rencontres informelles, par en repérage des compétences, etc. C'est exactement ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Dans la fonction publique, aujourd'hui, on a encore des situations où on n'est pas sur un entretien, mais on est sur un jury. Donc on est sur la puissance de l'impact de déstabilisation d'un entretien, mais multiplié par 4 ou 5 personnes. Je vous passe le regard et tout ce qui a été bien développé tout à l'heure. Un des enjeux majeurs, c'est de pouvoir accompagner l'employeur, en l'occurrence l'employeur public, à adapter son process de recrutement. Et là, on arrive sur quelque chose d'hyper complexe, parce qu'on demande à un RH, par exemple, de modifier le processus que lui-même a structuré, créé avec les fiches de poste. On nous renvoie, et à plus forte raison dans la fonction publique, je dis pas, c'est vrai dans les grandes entreprises aussi, mais des notions d'égalité. Pourquoi on va adapter le processus pour un candidat et pas pour l'autre? Auquel nous, on va renvoyer la question d'une équité des chances. Ça va chercher des notions de capacité de conviction qui vont très loin. Et on aurait le plus souvent, je vous regarde vraiment, besoin des élus. Lorsqu'on est inscrit dans le tissu socio-économique, etc., qu'on connaît les élus, on arrive à remonter pour faire bouger ces processus de recrutement. Des fois, même avec la meilleure volonté des services RH, ça peut être compliqué. Et puis des fois, on va un peu sur la provoque. Moi, je l'ai vécu. Vous touchez au statut. On va un peu sur la provoque. Vous voulez garder un jury. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'organiser un entretien ou un jury de recrutement pour une personne à mobilité réduite au 2e étage d'un bâtiment sans ascenseur? Il faut aller jusque-là pour qu'on se dise « Ah bah oui, c'est vrai », et je fais avec ce que vous disiez, mettre des mots sur le handicap invisible. Je vous parle très concret sur le terrain. On est obligé de passer par ce type d'argumentation, de punchline, pour leur dire « Mais c'est pas possible, quoi ». Alors, ça, c'est possible lorsqu'on va agir, interagir, faire de l'intermédiation en amont d'un recrutement lorsque c'est préparé. Vous imaginez la difficulté, alors c'est moins vrai dans la fonction publique, mais lorsqu'on est sur la réponse à une offre d'emploi qui est parue le lundi pour un recrutement le lundi d'après, quoi. C'est beaucoup plus compliqué.
La deuxième chose, on est toujours sur on va flirter avec des notions qu'on a déjà entendues, mais sur l'aménagement en situation de travail, alors, je ne vais pas échanger avant, mais Julie a parlé d'open space. Et puis, voilà, nous, on a eu ça dans une situation réelle, voilà, en disant, le candidat, qui était d'accord pour parler de sa problématique du spectre autistique. On avait parlé avec le recruteur et on avait dit, voilà, il risque d'y avoir un souci sur l'environnement de travail parce que l'open space, par le bruit, par les conditions, risque de ne pas lui permettre de déployer toutes ses capacités, toutes ses compétences. La personne a voulu essayer quand même. On dit, bon, on essaye un jour, 2 jours, mais vous nous dites vraiment si vous atteignez les limites, et une demi-journée. Au bout d'une demi-journée, elle a dit non, je peux pas. Donc on avait basculé une période en télétravail, etc. Et après, l'employeur a dit mais c'est pas un problème. Moi, je peux tout à fait dédier un bureau, voilà, avec lumière tamisée, enfin tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Sauf que au niveau du collectif de travail, pourquoi lui il a du télétravail? Pourquoi lui, il a plus de pauses? Pourquoi lui, c'est le seul à avoir un bureau? Nous aussi, on voudrait bien avoir un bureau, etc. Donc ça veut dire que c'est toute l'équipe qu'il faut accompagner. Et on revient à qui est partie prenante. Donc d'abord, la personne, le salarié ou futur salarié, le service RH, le manager, le collectif de travail. Vous n'êtes pas du CSE, mais on peut les embarquer aussi. Voilà. Donc on voit que ça demande une énergie, un temps, une organisation, une capacité de conviction qui est supérieure à ce que l'on pourrait avoir sur un recrutement classique. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Par contre, on a aussi des retours lorsque ça fonctionne d'employeurs qui nous disent mais en fait c'était bien plus qu'un recrutement. Parce que je passe sur la question de la performance, de l'hyper-performance dont vous avez parlé en disant attention, c'est pas non plus des surhommes ou des surfemmes ou des sursalariés. Mais par contre, à l'énergie collective, la dynamique que ça a pu créer lorsque c'est réussi au sein d'un collectif de travail. Et là, on a des employeurs qui nous disent en fait, c'est bien plus qu'un recrutement. Et après, on peut avoir aussi des phénomènes qui nous disent nous, on veut refaire pareil, on veut des personnes autistes. Bon, là, après, nous, c'est un peu notre limite, puisqu'on ne fonctionne pas par typologie de handicap, on fonctionne par compétences, savoir-être, etc. Donc, on essaye de prendre les plus d'une expérience réussie pour l'élargir en disant, voilà, ce qui vaut pour des personnes autistes peut être aussi tout à fait pertinent pour tout public, des publics en fragilité, mais aussi des publics sur lesquels il n'y aurait pas de fragilité repérée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les employeurs et sur les personnes. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre intervention. Est-ce que Tatiana ou Dr Hugues, ou Bruno ou Philippe d'ailleurs, vous venez d'en donner beaucoup des conseils. Est-ce que vous avez des conseils à partager, des exemples que vous voudriez nommer pour montrer que c'est possible? Parce que c'est un peu l'objectif de notre table ronde. On va passer le micro comme ça. Non, je veux juste réagir. En fait, non, mais ce qu'on fait pour l'autisme en particulier, ça marche pour tous les salariés en général. Là, moi, j'avais commencé à faire du blind dating, c'est-à-dire des premiers recrutements à l'aveugle, pour que le manager ou le recruteur ne voit pas la personne et n'est pas le premier, tiens, il voit un fauteuil, ou que c'est une femme, ou il voit il est noir, ou il est un turban, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'autisme, il arrive, c'est un tsunami qui est arrivé à peu près il y a 3 ans et demi. Avant, on n'entendait pas parler, il y avait des drames dans les familles et tout ça. Moi-même, j'ai appris maintenant que ma sœur avait un fils autiste, et ainsi de suite. Après son mari, génétique, on n'est pas loin quand même de la descente comme ça. Donc voilà, je veux juste dire, c'est tous les efforts qu'on va faire. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai des employeurs qui me disent « Bruno, mais t'as vu ce que tu me demandes ?» L'insertion, alors j'aime pas le mot insertion. Insérer, ça veut dire on prend 2 livres, on insère un livre, on écarte les 2 livres, on change. C'est l'inclusion plutôt. D'accord? C'est on arrive sur un terrain meuble et il y a une place qui est là. Il y a une place qui est aménagée. Donc, ceux qui veulent aller vers ces recrutements inclusifs, ce que vous allez faire, en fait, ça va servir par tout le monde. Moi, maintenant, je dis, les recrutements dits classiques, on les fait tous à l'aveugle.
Pourquoi ce qui est bon pour l'un peut être bon pour les restes. Et donc tout le travail qu'on fait aujourd'hui pour intégrer des personnes avec des troubles du TSA, on l'a bien dit, hein, chez Andros, il y a un magnifique documentaire qui s'appelle L'hymne à l'inclusion, qui devait être diffusé demain soir à Lyon, mais je crois qu'il ne le sera pas, qui raconte le parcours de 4 personnes autistes dans l'entreprise et qui est phénoménal parce que tout le monde a envie d'en recruter derrière. C'est un hymne, mais derrière, c'est pas aussi simple. Il faut quand même qu'il y ait des actions et de l'accompagnement fait au sein de l'entreprise. Voilà. Merci Bruno. Tatiana ou le docteur? Alors, on parle d'inclusion. Alors ça, c'est vrai, c'est quelque chose, c'est un mot qui est très à la mode. Mais derrière ce mot, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est pas quelque chose, voilà, que l'on décide à un moment donné de dire, bah voilà, je suis inclusive et mes actions le seront. C'est un apprentissage. Et avec humilité, on apprend chaque jour au sein des actions quotidiennes, de la vie en milieu professionnel, qu'est-ce que être inclusif. Et la meilleure des personnes, la personne qui peut être la plus motivée pour toujours être vigilante à être inclusif, peut manquer à cette exigence d'inclusion. On a beaucoup parlé des modalités de recrutement. On a beaucoup parlé aussi des adaptations lorsqu'on est au travail. Il y a aussi le maintien en emploi lorsque ça dysfonctionne. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Être inclusif dans le process de recrutement, c'est aussi penser à la fiche de poste. C'est aussi penser à la manière dont est libellée l'offre d'emploi. Et il se trouve pour une personne autiste, quand elle lit, eh bien, travail en équipe exigé, polyvalence, ce sont des mots qui peuvent faire peur, alors que dans la réalité concrète, ce ne sont pas nécessairement des missions qui sont obligatoires. Et donc, je pense qu'il faut aussi, pour un employeur, repenser également les mots employés dans une fiche de poste pour que derrière, elle soit vraiment inclusive et elle soit le reflet de la réalité et non pas des copier-coller comme on en fait tous au quotidien. Voilà. Peut-être une anecdote aussi pour montrer que l'apport vraiment de ces personnes au sein des organisations. Dans le milieu de l'autisme, bon nombre d'entre nous, on connaît Joseph Chovanec. Joseph Chovanec est un autiste de haut niveau, qui a toutes ses compétences et capacités, mais qui a aussi ses particularités et ses atypicités. Et souvent dans ses conférences, il va parler de sa seule et unique expérience de salarié. Et il se trouve que cette expérience a eu lieu à la mairie de Paris. Et il raconte tout de suite que son employeur était aveugle. Donc ça arrange déjà bon nombre de problématiques que peut rencontrer une personne autiste si on s'en réfère à la tenue vestimentaire, au look, à des codes sociaux, voilà, que l'on a entre nous quand on se salue. Passant, il se trouve que j'ai rencontré cet employeur à l'occasion d'une diffusion, il n'y a pas si longtemps, de documentaire Hymne à l'inclusion. Et cet employeur, je lui ai dit, bah alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Joseph? Comment était-il au quotidien? Quelles sont les anecdotes croustillantes? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Le jour où Joseph est parti et qu'il a débranché son cerveau du mien, j'ai compris que j'en avais pas. Voilà un petit peu une anecdote amusante parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que les personnes autistes, mais aussi les personnes en situation de handicap au sens général, ont beaucoup de choses à apporter, mais ça demande de faire un effort au départ qui n'est pas naturel. Mais si on arrive à passer outre la forme, eh bien, on aura accès au fond, et je pense qu'on a tous à y gagner. Le filet coincé. Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment quelque chose à ajouter, à part peut-être mettre en évidence cette réalité. Moi, je rencontre donc des personnes qui viennent pour un diagnostic. Effectivement, généralement, enfin, la personne la plus âgée avait 65 ans et avait travaillé toute sa vie. Et la plupart des gens que je vois, enfin, une bonne partie travaillent ou ont eu un emploi parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils ne travailleraient pas. On ne leur laissait pas trop le choix. La vie, c'est comme ça. Et les personnes pour lesquelles ça se passe bien ont effectivement la question du relationnel, des personnes qui sont prêtes à les prendre comme elles sont. C'est essentiellement ça, hein, ils ne demandent pas plus. Et notamment, effectivement, que la question de tout ce qui est la sociabilité d'entreprise, qui est censée en plus entretenir le bien-être au travail,
C'est ce qui va, la super machine à café, le truc, le hamac, le truc qui fait la bonne ambiance. Voilà, moi je fais pareil avec mes équipes, on raconte des bêtises et on s'amuse. C'est ce qui fait qu'eux, ils se sentent très mal. Donc ça vient complètement secouer toute la bonne volonté des gens. Et c'est mal vécu aussi pour ça, d'une certaine manière, parce que voilà, nous on fait des efforts. Et les endroits où, en fait, moi, je me souviens d'un monsieur qui avait 50 ans, qui avait toujours travaillé au même endroit, qui se plaisait bien dans son travail, et qui avait une collègue super, qui savait qu'elle pouvait parler un petit peu de ses enfants, qu'il n'écouterait pas, mais ça, finalement c'était comme ça entre eux, ils savaient bien que ça allait se passer, et qui aménageait les nouveaux, voilà, qui faisait un peu tampon avec le reste de l'équipe. Et c'était indispensable. Ce que je me disais, moi, c'est que cette personne-là, elle aurait mérité d'avoir, je sais pas, une reconnaissance particulière dans l'entreprise, parce que c'était un vrai travail et une vraie chance, parce qu'après, c'était quelqu'un qui faisait très bien son travail, par ailleurs. Mais sans elle, probablement que... Et si elle devait partir, c'était sa grande panique. Si elle devait partir, déménager, il ne pourrait plus travailler là où il travaille, alors qu'il y avait travaillé toute sa vie. Voilà. Donc effectivement, c'est probablement la société inclusive, c'est pas juste des dispositifs, c'est vraiment aussi un état d'esprit qui bénéficie probablement à tout le monde, mais qui amène à changer les perspectives de ce qu'on appelle une inclusion dans l'entreprise, le fait d'être bien au travail. C'est pas du tout la même façon de voir les choses, je pense, selon chacun. Je ne peux pas ne pas réagir puisqu'on est dans la semaine du bien-être au travail. Et bon, en ce moment, on fait des pique-niques, on fait des choses comme ça, de la Zumba, on fait des conférences, du Hamassi et tout. Je veux juste repiquer sur le fait que le bien-être au travail des salariés classiques n'est pas le même que celui de la personne autiste. Donc je vous dis tout de suite, n'essayez pas de lui faire bien manger à la cantine, il ne supportera pas. Parce que ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Le trouble, il est large. Alors, si vous savez comme c'est difficile, non, il ne va pas à tous les concepts qu'on a. Et je vous donne, allez, chacun son anecdote. C'est quand on en fait trop. À un moment donné, donc nous, on a 3 restaurants d'entreprise, et quand la personne arrive, elle a un badge, et puis elle a une carte de cantine pour aller manger. Et je dis à la personne qui s'occupe des cartes de cantine, j'ai dit, écoutez, on va recruter une personne autiste, donc il va falloir faire doucement, la carte, on va pas lui donner comme ça, on va l'accompagner à la caisse la première fois qu'il va passer, tout ça. Donc, on fait tout ce qu'on peut faire. Mais sans le savoir, je crée une ambiance un peu, oulala. Comme je suis rentré dans un restaurant de schizophrènes un jour, personne ne savait qui ils étaient, ça se passait très bien. Par contre. Et donc, la dame fait sa carte de cantine, on prévoit son premier jour, le tuteur prend en charge la personne et tout ça. Et à un moment donné, avant d'aller à la cantine, la personne regarde, elle vient me voir, elle me dit, est-ce que tu penses que sa carte va marcher? Je dis, oui, j'ai un test, je regarde. Il y avait marqué CDD autiste, son nom et son truc. Elle voulait bien faire. Donc, vous imaginez, la caissière prend CDD autiste. Non, le jeune qui rentre le soir à la maison, je suis dans une entreprise inclusive, hein, tout le monde sait que je suis autiste, ils ont marqué ça sur mon truc, l'étoile, les machins. Donc, c'est pas facile. Et donc, il ne faut pas trop en faire. Et puis, j'aurai un petit clin d'œil à vous tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup travaillé avec une psychiatre qui suivait une de mes autistes. Waouh, c'est pas facile. Il y a du lien entre nous direct, il faut des fois passer un petit peu, parce que voilà, ça fait partie aussi des personnes qui sont dans l'entourage de l'autiste avec qui on doit parler. J'ai trop parlé. Merci beaucoup. Écoutez, merci à tous les 4. Et vous pourrez parler avec nos intervenants déjà. On posera un temps de questions-réponses à la fin de la deuxième table ronde, et vous pourrez les voir aussi lors du temps de déjeuner. Merci. Alors, on poursuit avec une deuxième table ronde. Je vais inviter à me rejoindre Catherine Dubreuil, qui est référente diversité et égalité au centre hospitalier Annecy-Genevois, qui compte aujourd'hui 4800 personnes, avec 247 personnes en situation de handicap dans les effectifs. Je vais inviter également Sandrine Raffini, qui est conseillère emploi et job coach, donc DEAC portée par Messidor. Merci. On a Mireille,
Baraz, présidente de l'association Autisme Ardèche, donc qui intervient sur une association qui compte 20 bénévoles qui interviennent en Drôme et en Ardèche, qui en 2022 a pu accompagner 184 familles, 183 personnes autistes et 92 professionnels dans leurs demandes. Donc ça fait à peu près plus de 700 demandes sur son seul territoire. Et enfin Guillaume Bonneville, donc, que tout le monde connaît, directeur territorial handicap en Auvergne-Rhône-Alpes, donc représentant du FIP dans la région, pour tous les employeurs et les acteurs publics. Merci à tous les quatre d'ouvrir cette deuxième séquence. Alors vous n'avez pas été applaudis, c'est pas sympa quand même. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet avec Catherine. Catherine, qu'on a rencontrée lors d'un des événements pour les employeurs conventionnés, donc, tels que le Change. Catherine, justement, quand on s'est rencontrés, vous nous aviez dit que vous aviez recruté 5 brancardiers autistes en 2021, en pleine période Covid, dans un contexte très complexe et anxiogène. Vous pouvez imaginer, pour les hôpitaux, tous donc avec des troubles du spectre de l'autisme. Et nous, ça nous a surpris, parce qu'on était plein de stéréotypes. Et on a vu aujourd'hui qu'il fallait déconstruire nos stéréotypes tout court, et ceux sur l'autisme aussi. Est-ce que vous pourriez nous présenter succinctement, Catherine, s'il vous plaît, les caractéristiques de ce métier, pour que tout le monde sache à peu près ce que fait un brancardier, et également la manière dont ça s'est passé pour votre recrutement? Donc en effet, un brancardier, il va en général chercher un patient dans une chambre d'hôpital et il l'amène d'un point A à un point B vers un service qui peut être celui de la radiologie, du laboratoire, etc. Donc en fait, le brancardier, il transporte le malade qui très généralement est allongé et en général, il arrive dans la chambre, il va avoir quelques modalités de conversation à avoir avec lui et il l'accompagne dans un transfert qui est plus ou moins long. Comment est-ce qu'on a été amené à rencontrer ces jeunes dans une période, comme vous le disiez, compliquée? Moi, j'ai la très grande chance en Haute-Savoie, autour du bassin annécien, d'avoir un terreau d'associations qui s'occupent de personnes avec singularité de santé, qui les accompagnent et que je connais. Et j'ai donc été contactée en fait par l'une d'elles, qui est l'ADAPT, qui porte au sein de notre département un dispositif Horizon, tourné en fait vers l'accompagnement de jeunes porteurs de TSA. Et voilà, une neuropsy de l'ADAPT m'a appelée en me disant j'ai un jeune qui aimerait en fait aller vers ce métier de brancardier. Est-ce que tu pourrais l'accueillir pour une PMSMP, une période de mise en situation en milieu professionnel? Donc on a dit OK. Et ce jeune, il est venu au départ sur une quinzaine de jours. Ça s'est très très bien passé. On lui a proposé de rester dans le cadre d'un CDD. Et ensuite est venu un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et en fait, les choses se sont faites assez naturellement par le truchement donc de l'ADAPT. Et on a évidemment eu quelques réactions au moment de l'arrivée des premiers au sein de l'équipe par le biais d'un comportement qu'ils avaient qui interrogeait les collègues. Et nous avons donc proposé à une neuropsychologue de l'ADAPT qui accompagne ces jeunes de venir expliquer à l'équipe quelles étaient les particularités de ce jeune pour que tout se passe bien. Et c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, globalement, ça s'est tellement très bien passé que 3 ans après, les jeunes, à l'exception d'un, ils ont tous été titularisés dans la fonction publique. Nous savons accueillir des personnes avec une singularité de santé. Et au terme de 12 mois de contrat, quand tout se passe bien, ils sont directement titularisables. Donc c'est aussi une chance qu'on a. En dehors de ces 5 jeunes, nous avons eu d'autres personnes qui ont rejoint, toujours dans le cadre de ce dispositif Horizon, l'établissement, avec un peu moins de succès. Pourquoi? Certainement parce que pour l'un d'entre eux, on n'a pas eu justement suffisamment connaissance de ces singularités et on n'a pas su en fait suffisamment informer sa dimension de proximité de travail
Et surtout, on n'a pas pris en considération justement sa singularité à tout comprendre très vite, mais à pas le montrer. Donc en fait, c'est une personne qui s'ennuyait, qui faisait ses tâches, mais pas forcément avec beaucoup d'intérêt, et qui passait du temps à côté à aller sur Internet, à s'intéresser à ce qui, lui, le passionnait, et qui laissait penser que justement, il n'était pas suffisamment concentré sur son travail. Donc ça n'a pas permis qu'on puisse l'accompagner suffisamment bien, et il a fallu effectivement qu'on mette un terme à son contrat, que je sois amenée à le rencontrer avec sa maman, pour comprendre que ce jeune qui était Asperger, en fait, n'avait pas été suffisamment nourri, en fait, pendant son temps de travail. Et la seule chose de positif, c'est que j'ai quand même rebondi, parce qu'il avait un très grand intérêt à la lecture, et j'ai rebondi en proposant un stage immersif au sein de la bibliothèque de notre école d'infirmiers. Et ce stage qu'il y a fait pendant une quinzaine de jours lui a permis de comprendre qu'il avait un vrai intérêt à ce métier et de partir reprendre des études sur le métier de bibliothécaire. Et la dernière chose qui est particulière chez nous, pour rebondir sur ce que disait le docteur Huc au préalable, on a nous aussi des agents qui sont porteurs d'une singularité au travers du TSA, qui n'ont pas forcément été détectés, mais qui, au travers de toute une littérature qui existe aujourd'hui, se pressentent avec cette différence et qui viennent me solliciter pour que je les aide à avoir un diagnostic. Alors évidemment, la question du diagnostic aujourd'hui, qui est tellement longue, est une vraie problématique. Et quand on arrive malgré tout à avoir, après 24, un peu plus de mois, ces diagnostics, on a un accompagnement spécifique qui peut se mettre en place autour de ces personnes qui vont avoir cette singularité. Je pense entre autres, par exemple, à une infirmière de chez nous qui pressentait qu'elle avait un trouble de l'autisme et qui, une fois effectivement diagnostiquée, nous a permis de lui aménager un poste beaucoup plus en lien avec justement ses particularités, ou encore à une secrétaire médicale qui ne cessait de me dire qu'elle avait une difficulté à travailler sous des néons dans des temps de travail le soir auxquels elle devait participer, ce qui irritait beaucoup sa cadre de proximité. Et une fois, elle aussi, détectée de son TSA, là encore, on a pu faire modifier ce temps de travail qu'elle avait à passer dans ce lieu au bénéfice d'un autre qui n'avait pas les mêmes conditions de luminosité. Voilà. Donc tout est possible, comme vous le disiez précédemment, quand on sait écouter quelles vont être les singularités, et on peut tout aménager quand on a la volonté de le faire. Merci Catherine. On a Sandrine. Alors c'est vrai que vous n'avez pas parlé, Catherine, du job coach, mais ça a été un acteur ressource clé pendant ces 3 années où les personnes sont présentes. Mais donc pour le coup, Sandrine, qui représente une structure qui aujourd'hui porte, je dirais, cette expertise. Est-ce que vous pouvez un peu mieux nous expliquer quel est son rôle, auprès de qui, est-ce que c'est dédié à la personne, et voilà, avec qui vous interagissez justement pour que ça fonctionne bien? Alors bonjour à tous. Donc le dispositif Emploi accompagné est un dispositif d'État qui est développé dans différents territoires de France. Je vous encourage même à aller sur le site Emploi accompagné pour voir les structures qui portent ce dispositif sur vos territoires, sur vos départements. Et il est tout particulièrement développé en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je suis conseillère emploi accompagné pour l'association Messidor sur le territoire Drôme-Ardèche. Et nous accompagnons à la fois des personnes fragilisées par des troubles psychiques, mais aussi des personnes impactées par des particularités autistiques. Ce dispositif, en quoi il consiste? Il s'adresse à des personnes dont j'ai présenté les particularités. La demande se fait à travers la MDPH ou auprès des services publics de l'emploi. Les personnes doivent être bien sûr volontaires et aptes à rejoindre le milieu ordinaire de travail pour que cela fonctionne.
et qu'elle soit d'accord pour intégrer un accompagnement dynamique qui va leur demander de venir toutes les semaines à leur rendez-vous. C'est vraiment une manière d'optimiser les chances de réussite et surtout dans la durée. Donc cet accompagnement, il se décompose en plusieurs étapes. Donc il y a d'abord la première étape du projet professionnel qui est élaboré à partir de l'existant, c'est-à-dire qu'on repart du parcours de formation, du parcours emploi quand il y a eu des périodes d'emploi, mais on s'intéresse aussi aux souhaits de la personne, à ses centres d'intérêt, à ses atouts, ses forces, et pour les personnes avec des particularités autistiques, à leurs particularités qui sont propres à elles-mêmes, parce que comme on l'a vu, toutes ne présentent pas toutes les particularités. Donc l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les siennes et pour envisager par la suite les aménagements qu'il faudra anticiper en entreprise. Bien sûr, ce projet professionnel doit être en adéquation ensuite avec une réalité terrain, en lien avec le bassin d'emploi. L'étape d'ensuite est la recherche d'emploi rapide. On estime qu'en moyenne, une fois que les personnes ont intégré, la première mise en emploi s'effectue 3 à 6 mois, en moyenne, après le début de l'accompagnement. Donc à ce moment-là, le conseiller emploi accompagné a une casquette commerciale, car l'idée est de faciliter la rencontre entre le candidat et l'entreprise, donc l'entreprise ou la collectivité. L'objectif, c'est de valoriser les compétences de la personne. L'entrée en emploi, la première porte d'entrée se fait souvent à travers un stage. Un stage qui permet finalement à la personne de pouvoir tester ce projet professionnel, mais aussi reprendre confiance en elle, parce que pour la plupart, elles n'ont pas travaillé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est une manière de pouvoir se tester finalement en sécurité, sans se mettre en danger, car finalement derrière, il n'y a pas d'objectif de recrutement. Il y a recrutement, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Il n'y en a pas, c'est pas grave, ça ne s'est pas fait dans cette entreprise, mais la réussite peut être dans une autre entreprise. Nous travaillons donc en collaboration avec différents partenaires, dont les partenaires emploi, donc Cap Emploi, Mission Locale et Cap Emploi bien sûr. Nous travaillons aussi, donc c'est un accompagnement à 360 degrés, car nous travaillons aussi avec les partenaires du médico-social, quand les personnes ont un suivi médical, et nous travaillons aussi avec les familles, que nous intégrons pleinement au projet. La troisième étape, une fois que le lien est pris avec l'employeur, le conseiller emploi accompagné a un rôle de médiateur entre le candidat et l'entreprise, j'ai envie de dire. Donc à ce moment-là, les aménagements doivent être anticipés. Donc tout de suite, l'identification d'un tuteur. Peut-être que ce travail-là peut se faire avec le référent handicap, aussi avec le service RH. Le tuteur sera la personne qui va donner les consignes. Elle sera éventuellement la seule à donner des consignes, à transmettre des consignes claires et aussi être la personne ressource pour la personne. Bien sûr, les conseillers emploi accompagnés organisent régulièrement des sensibilisations en entreprise. Alors, ce travail-là se fait beaucoup en amont avec le candidat pour optimiser les chances. On adapte vraiment nos présentations avec le candidat et avec ses particularités propres. Bien sûr, toujours en lien avec le métier. Les différentes adaptations, ça a déjà été évoqué, mais bien sûr, pour les personnes avec des particularités autistiques, ça peut être l'utilisation d'un casque anti-bruit, l'aménagement des horaires, peut-être envisager dans un premier temps un temps partiel, pour ensuite, pourquoi pas, pouvoir envisager une augmentation du temps de travail. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi ? Nous travaillons beaucoup avec les tuteurs sur les outils visuels. Donc nous utilisons beaucoup le logigramme qui permet de détailler les tâches et aussi de favoriser leur enchaînement. C'est vraiment un outil qui fonctionne bien avec les personnes présentant des particularités autistiques, qui fonctionne beaucoup sur le visuel. Les consignes, bien sûr, doivent être claires, éviter les imprévus. J'ai eu le cas avec une personne qui travaillait dans un bureau et du jour au lendemain, elle a pris du retard dans son travail. Donc il y a tout de suite eu un lien qui a été fait, un entretien qui a été fait avec le candidat, avec moi-même et le tuteur. Et finalement, on s'est rendu compte que ce jour-là, le tuteur avait été rentré dans le bureau, avait posé une pile de dossiers, avait dit à la personne « T'inquiète pas, tu t'en occupes,
quand tu as le temps. Et là, mais catastrophe. Voilà, toute l'organisation qui avait été mise en place, la planification, le logigramme, voilà, patatras, et du coup, la personne avait eu du mal à se réorganiser et à reprendre un rythme. Donc ça a été vu avec le tuteur, et aujourd'hui, ça roule. Il n'y a aucun problème. La personne est vraiment épanouie. On parlait aussi tout à l'heure que la personne puisse avoir un lieu dans lequel elle peut s'isoler pour se ressourcer, pour se reposer. Et là, c'est important de pouvoir le faire valider avec les employeurs, que la personne puisse à tout moment s'isoler pour ensuite de nouveau être mieux efficace. J'ai aussi une anecdote dans un pôle emploi. Donc, j'ai une collègue qui a accompagné un jeune homme dans un pôle emploi. Ce qui a été imaginé dès le départ, c'est que tous les conseillers emploi accompagnés portent un badge. C'est tout bête, mais il a vraiment fallu que ce soit mis en place pour que la personne puisse tout de suite identifier ses collègues de travail des demandeurs d'emploi. Et donc cette personne a bénéficié d'un service civique. Il est agent d'accueil et d'information à Pôle emploi. Et ça se passe très bien pour lui. Il est vraiment à l'aise sur l'outil informatique, même dans les liens avec les personnes, avec ses collègues de travail. Tout ça a été bien travaillé en amont avec sa conseillère et son tuteur. Je vous avoue qu'il y avait des craintes au départ. C'était finalement, est-ce qu'il allait avoir la bonne posture? Est-ce qu'il n'allait pas se mettre en difficulté si, face à une personne qui aurait peut-être, un demandeur d'emploi qui aurait peut-être été un peu insistant, peut-être agressif? Et finalement, ce type de situation vraiment ont été très 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 à la marge. De manière générale, la personne a pu répondre à chaque demande et quand ce n'était pas possible, elle a pu tout de suite trouver un relais auprès de ses collègues. Que puis-je vous dire d'autre? Donc il y a un point régulier qui est fait bien sûr avec le tuteur et le candidat, c'est important. Donc nous en tant que conseiller, on est disponible en permanence. Alors bien sûr, l'accompagnement ne se fait plus toutes les semaines quand la personne est en emploi, on la laisse un peu tranquille. Mais au départ, il y a quand même un suivi régulier, puis ensuite de plus en plus espacé. Et pour les personnes autistes, on a aussi ce travail avec eux de les aider à décoder certaines expressions, comme « il pleut des cordes ». Voilà, là aussi, ça ne fait pas fonctionner. Voilà, mais sachez que c'est des belles expériences, des relations enrichissantes. Et l'objectif, c'est que ce soit gagnant-gagnant, aussi bien pour le candidat, pour la personne, quel que soit son handicap, quelle que soit sa particularité, mais aussi pour l'employeur. La dernière phase de cet accompagnement, c'est qu'il n'a pas de durée dans le temps. Tant que la personne n'y met pas fin, cet accompagnement continue. Moi, j'accompagne des personnes depuis 2018 qui souhaitent tout de même aujourd'hui maintenir encore cet accompagnement. Et tant qu'il y aura des besoins exprimés, cet accompagnement continue. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez l'habitude de travailler avec Mireille, qui est de votre gauche. Non, vous inquiétez pas. Qui donc intervient justement auprès des équipes et des managers dans la sensibilisation et dans la détection des codes qu'il faut avoir. Est-ce que c'est... Alors d'abord, on est une association de personnes bénévoles et de plus en plus, disons, l'association a été créée en 2010, je vais faire très court, mais depuis 3-4 années, on a une proportion de personnes autistes beaucoup plus importante. C'est-à-dire avant, on avait 1/3 de personnes autistes et les 2/3 de familles, et maintenant, c'est à peu près équivalent. C'est-à-dire que sur les demandes qu'on a eues en 2022, on a eu 184 familles qui nous ont sollicité, 183 personnes adultes. Ça veut dire que ça modifie aussi la manière dont on travaille et ça a modifié la composition de notre conseil d'administration. Donc on a des personnes autistes qui sont intégrées dans ce conseil d'administration. C'est juste pour faire une petite parenthèse. En tant qu'association, il y a quelques années, en fait, j'ai saisi un peu des associations qui pouvaient entrer en matière par rapport au travail, pour leur dire, mais écoutez, on a des adultes, ces personnes veulent travailler, il n'y a personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, effectivement, Messidor a répondu assez rapidement, la page et d'autres partenaires des missions locales, et on a bricolé une plateforme qui maintenant est intégrée dans l'emploi accompagné autiste. Donc, nous, en tant qu'association, en fait, on est experts partenaires. C'est-à-dire qu'on participe aux réunions avec les conseillers en insertion
là, sur des situations, sur des questions qui se posent, sur comment est-ce qu'on peut mieux travailler, mais aussi on intervient pour préparer du matériel, parce que là, il y a un enjeu par rapport à des employeurs. Si on veut donner envie à des employeurs, il faut se donner un petit peu de peine. Et on est en train de préparer du matériel pédagogique. On a déjà fait des escape games, des choses comme ça. Donc ça, on essaye de faire en sorte que ça soit ludique. Parce que c'est vrai que c'est sérieux, l'inclusion des personnes autistes, mais c'est aussi joyeux. Voilà. On peut aussi faire en sorte que des personnes ou des employeurs se mettent en situation. Et ça peut être très amusant, hein, parce qu'on a eu, par exemple, on avait fait un escape game dans une entreprise, et l'idée, c'était de montrer à quel point c'était désagréable d'être embrassé, hein, d'être touché. On n'a pas parlé de ça, mais moi, je suis très tactile et tout. Alors, j'ai appris depuis 10 ans à garder les distances avec les gens, mais c'est pas forcément évident, c'est pas dans notre culture. Et alors, on avait une collègue qui devait embrasser, dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, qui l'embrassait, donc voilà, pauvre. Et sauf qu'elle embrassait les personnes qu'il fallait pas, c'était pas les gens qui venaient pour l'escape game, mais d'autres personnes. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'association, on essaye véritablement d'être aux côtés de toute initiative positive envers l'inclusion, sachant que, bien entendu, mais ça a déjà été dit, c'est quelque chose d'assez qui demande un engagement, mais je dirais que en retour, d'ailleurs, ça a été pas mal évoqué par toutes les personnes qui sont intervenues, mais qu'effectivement, en retour, il y a quelque chose dans ce qui est au niveau d'une équipe professionnelle ou d'un projet de service, hein, pour des gens qui sont dans le management. C'est vrai qu'au niveau des collectivités publiques, il y a des choses qui ont changé. On parle plus de projets, il y a plus de participation, il y a plus d'implication des personnes elles-mêmes dans le processus. Et là, effectivement, il y a cette notion de repérage des valeurs des personnes et de pouvoir de pouvoir construire quelque chose qui amène un plus aux équipes. Pas seulement en termes de lumière, de silence, etc., mais de rapport au travail, de la bienveillance, on en parle beaucoup. Après, qui l'a fait, cette bienveillance? Où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas toujours présente, mais en tout cas, on est invité maintenant, avec tous les changements Covid, avec la difficulté aussi de recruter, de repenser une manière d'être les uns avec les autres. Tous collègues confondus, pas seulement par rapport à des personnes autistes, mais comment je traite la personne avec qui je travaille. Et tout cela amène à de la créativité, ça amène à des projets innovants, ça amène à de la santé au travail, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont en situation de burn-out. Donc c'est effectivement un plus, même si effectivement parfois les personnes autistes, elles peuvent être dérangeantes, parce que effectivement elles ont cette possibilité d'être un petit peu au-dessus, à l'écart, en dehors de la subjectivité, pour effectivement montrer que peut-être il y a des choses qui ne fonctionnent pas de la manière dont ça devrait, et de le voir tout de suite. Alors ça, évidemment, si on est prêt, si on est dans des démarches plus participatives, c'est un plus. Après, si on n'est pas prêt à entendre des critiques, ça peut être compliqué. Mais je pense que de plus en plus maintenant, dans les différentes entreprises privées, ça bouge énormément, hein, mais dans les collectivités publiques, avec des projets qui sont plus sur des longs termes, en termes de management, il y a véritablement des possibilités d'insérer des personnes je pense, dans différentes fonctions, dans différents métiers. Ne soyons pas, discriminants. Essayons de voir qui sont les personnes, ce qu'elles peuvent amener, et de faire en sorte de proposer les personnes les plus adéquates. Et j'ai bien aimé cette idée de ne pas dire « Ah ben non, mais là, c'est quelque chose plutôt en termes de social, de relation avec les personnes, donc là, ah ben non, elle ne va pas pouvoir le faire ». Moi, j'ai une personne qui est enseignante et qui est tout à fait à l'aise et qui
qui est très apprécié de ses étudiants, qui est à l'IUT, et puis tout se passe très bien. Donc on peut pas, on peut pas enfermer les gens. Je pense que la clé, c'est véritablement la compréhension, l'écoute de la personne, la compréhension de sa singularité. Et véritablement, je dois dire, je suis épatée parce qu'au moment où je suis allée taper aux portes, je me disais on va essayer de faire quelque chose et pourvu que ce soit bien. Le résultat, c'est quand même qu'entre 2018 et 2021, on a accompagné 80 personnes en emploi. Je trouve que par rapport au travail que Sandrine mentionnait, qui est vraiment un travail au quotidien et hebdomadaire et très, très organisé, très structuré, le résultat est extrêmement positif. Merci beaucoup Mireille. Je vais maintenant t'interroger Guillaume. Derrière tout le monde, c'est pas facile. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient mobilisés, beaucoup de dispositifs, des employeurs volontaires donc qui font le choix de laisser s'exprimer toutes les compétences. Comment aujourd'hui le FIP joue son jeu de facilitateur et d'accompagnant ? Merci Estelle. Donc, par rapport à cette question de l'accompagnement du FIP-HFP, donc, comme vous le savez, le FIP accompagne les employeurs publics depuis 2006 pour mieux accompagner les agents en situation de handicap. Il y a tout un ensemble d'aides qui sont à la disposition des employeurs publics. À la sortie, on va vous remettre un sac avec différents éléments dedans. Il y a notamment le guide du handicap invisible qui a été réalisé par le FIP-HFP il y a 2 ans et qui est vraiment très bien fait, très complet et qui permet d'aborder tous les points sur les handicaps invisibles. Vous avez aussi un livret qui a été fait par le ministère de l'Intérieur à destination des chefs de service sur les troubles notamment psychiques pour mieux accompagner les agents. Et dans le livret qui vous a été remis, le livret participant, vous avez en dernière page la liste des aides résumées du FIP-HFP. Donc voilà, ça vous présente rapidement toutes les différentes aides. Et après, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur le site du FIP-HFP et vous consultez le catalogue. Alors dans l'ensemble de ces aides, ce qu'il faut voir, c'est que le catalogue est fait de telle manière qu'il y a il y a tout le parcours, il y a tout le suivi du parcours professionnel de l'agent. On commence par des aides sur l'insertion, sur l'inclusion. Ensuite, il y a des aides sur la formation. Donc, les aides sur la formation, donc c'est voilà, des aides pour financer des formations notamment. Mais notamment, il y a tout un volet sur l'apprentissage. Donc, comme vous le savez, le FIP accompagne les apprentis. On considère que l'apprentissage c'est une vraie richesse, que ça permet à un jeune ou pas jeune, parce qu'il n'y a pas d'âge, mais ça permet à un apprenti de faire ses preuves chez un employeur public et d'être recruté, et ça sans concours. Donc voilà, ça permet de lever le frein du concours pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Donc voilà, on investit beaucoup sur l'apprentissage, et aussi voilà, vous avez aussi plein d'aides sur le maintien. Alors j'en citerai une et je vais rebondir parce que quasiment tous les participants de la table ronde en ont parlé. C'est l'aide sur la sensibilisation de l'environnement de travail. Donc le FIP finance ces sensibilisations à l'environnement de travail. Donc c'est des formations qui peuvent être faites pour les collaborateurs et aussi pour les managers et leur donner des clés. Juste une anecdote, on a eu la semaine dernière l'inauguration du nouveau PRITH et il y a eu des témoignages d'agents qui étaient présents avec leur manager. Et leur manager disait bien que le handicap était une richesse et que ça avait vraiment apporté beaucoup au collectif de travail. Donc voilà, c'est tout un environnement. Il faut que pour qu'une personne en situation de handicap soit intégrée, et on l'a bien vu dans les débats, il faut aussi un concours et on a parlé de l'environnement de travail qui est extrêmement important. Donc ça doit être une mobilisation à la fois bien sûr du référent handicap,
de la DRH, parce que l'appui de la DRH est importante, aussi des élus. Il faut qu'il y ait un portage politique pour qu'il y ait une sensibilisation de l'ensemble du collectif du travail. Les organisations syndicales aussi peuvent être associées, mais il faut surtout une sensibilisation du manager et du collectif de travail. On parlait des exemples, effectivement, du bruit. Moi, voilà, c'est des choses que j'ai découvert au cours du temps, ou aussi le fait que quand une réunion se finit, quand une journée se termine à 16h, c'est vraiment à 16h et c'est pas à 16h05, parce qu'une personne qui aurait un TSA serait déstabilisée parce qu'il y a un décalage. Et c'est ce genre de clé, si le manager ou si l'environnement de travail n'en est pas informé, ça met en difficulté la personne. Et ça provoque des souffrances. Ce que je tiens aussi à saluer, c'est qu'il y a les aides du FIP, mais il y a aussi tous les dispositifs qui vous ont été présentés. Alors, on a parlé de la PASS, mais on a aussi parlé de l'emploi accompagné. L'emploi accompagné, c'est un dispositif porté avec l'AGFIP et l'ARS, un accompagnement, comme vous avez compris, aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle, qui s'inscrit dans le temps. Et c'est en plein développement, et c'est une réussite au niveau local. On a des acteurs et des prestataires que je vois dans la salle qui sont très actifs, et c'est un dispositif qui marche très bien. Et puis évidemment, voilà, vous avez aussi Cap Emploi, Pôle Emploi, les missions locales qui sont là pour vous accompagner, aussi bien voilà, dans l'emploi que vers l'emploi. Et ça, il ne faut pas hésiter, vous, employeurs publics, de contacter Cap Emploi pour être accompagné. Merci Guillaume. Merci à tous. Je vous propose de lancer un temps de questions-réponses alors à nos 8 intervenants. N'hésitez pas, vous avez des micros. Alors je vois une main à droite. Pour toi, Annabelle, la dame. Oui, en fait, ma question, c'était qu'au niveau de la fonction publique, il n'y a rien de prévu pour les personnes qui ont du mal à travailler à plein temps. Donc, moi, j'ai du mal à tenir un poste à plein temps. Et je n'ai pas de proposition de complément de salaire, comme on peut trouver dans le privé. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'on ne peut pas parler d'inclusion pour les autistes si on nous demande de travailler autant d'heures que les autres et autant de temps que les autres. Alors, peut-être pour dire les choses, en fait, il y a du temps partiel, puisqu'il y a un temps partiel de droit d'ailleurs pour les personnes en situation de handicap, mais par contre, effectivement, par rapport au privé, il n'y a pas de compensation du salaire. Ouais, donc c'est ça le problème. Effectivement. Ouais. Bon, je connais beaucoup d'autistes, on est tous en burn-out. Oui, c'est une situation qui remonte régulièrement dans toutes nos tables rondes avec des personnes en situation de handicap, sur le fait qu'il y a une inégalité de traitement entre le public et le privé par rapport à ce statut d'invalidité qu'on peut avoir et qui permet de travailler et de compenser la perte de salaire avec un temps partiel. Il n'y a rien de prévu à l'avenir. Non. Je me retourne vers la direction du FIP, mais globalement, après, c'est des lobbies politiques, j'imagine, qui doivent se jouer. Mais c'est un sujet qui est connu depuis longtemps. Notre question, au fond. Oui, bonjour à tous. Alors, pas vraiment une question, juste un constat, si on reprend un petit peu, parce que Madame Lugrand, qui a introduit, en fait, disait que c'était la grande cause, effectivement, de l'État là, pour les années à venir. C'est une bonne chose, on avance, cependant, sur le terrain, tous les jours, c'est pas ça. Et c'est pour ça que je voulais intervenir. On commence au tout début, on commence en fait à l'école, où effectivement, école inclusive pour tous, sauf que sur le terrain, les ATSEM sont démunis, les maîtresses ne sont pas formées, et on essaye tant bien que mal de faire, d'inclure effectivement ces enfants à l'école, et bien souvent, ils dérangent, et on les oriente vers une autre voie que l'école, on va dire normale, entre guillemets. Voilà, votre enfant dessine des voitures et pas un bonhomme, et ben il n'est pas dans la norme, donc on pose des questions, on le réoriente, on vous dit d'aller faire des bilans, on va faire des bilans, sauf que les bilans c'est 6 mois, 1 an, donc les parents galèrent et ils avancent petit à petit pour essayer d'avoir un diagnostic qui arrive ou qui n'arrive pas. On continue un petit peu plus, on arrive effectivement à les mettre dans le milieu du travail, donc là on a des beaux exemples qui est plutôt chouette parce qu'on avance petit à petit. Mais pareil, sur le terrain, en fait, c'est pas ça. Je travaille avec les collectivités.
on fait intervenir effectivement tous les différents acteurs qui sont là. Sauf que le collectif n'est pas prêt. Les personnes ne sont pas prêtes. Donc là, aujourd'hui, on en parle. On est tous là parce qu'on a un intérêt, effectivement, par notre travail, par les accompagnements qu'on exerce. Mais la personne lambda n'est pas prête, en fait, à travailler avec quelqu'un qui est différent. Et là aussi, je mets des guillemets. Voilà, donc c'est beau, il y a des beaux projets. Mais j'ai juste un petit peu peur, en fait, que ça soit juste des belles paroles. Il y a des choses qui avancent, mais à la vitesse en fait d'un escargot. Je pense qu'il y a peut-être des actions à faire dès effectivement le départ en fait, dès l'éducation nationale, dès l'accompagnement des crèches même peut-être en fait. Le médical, et je fais partie du médical, on est formé mais pas assez en fait. Donc voilà, c'est un petit peu la fin, c'est effectivement d'essayer d'inclure tous ces gens en fait et d'avoir un travail. Mais il manque énormément de paroles, énormément de temps, énormément d'accompagnement des employeurs, des employés et des gens qui veulent bien travailler avec des gens qui, on va parler d'un TSA, on accompagne effectivement une personne où le collectif a été au courant, l'a accepté, c'est bien passé, une nouvelle direction, et là c'est catastrophe. Personne en arrêt, personne en burn-out, parce que la personne en fait ne veut pas, n'accepte pas ou n'écoute pas et ne met pas en place tout le reste. Donc effectivement, c'est pas vraiment une question. Vous faites des belles choses, mais voilà, il manque énormément, je pense encore. Vous voulez répondre ? Alors, voilà, moi je réponds avec ma casquette association pour la Drôme et l'Ardèche. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des progrès par rapport à l'accompagnement des enfants, mais il y a encore beaucoup de retard, puisque vous l'avez souligné, les enseignants ne sont pas formés, etc. Et il y a 40 ans de retard. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, 40 ans, voire plus de 40 ans de retard, ça ne peut pas se rattraper aussi rapidement. Le fait qu'on ait repensé un peu les politiques sociales autour des TND, tout confondu, font qu'il y a une partie, évidemment, je pense bien que pour d'autres handicaps c'est important, mais par rapport à l'autisme, ça a eu pour impact de diminuer en fait les fonds disponibles. Ce qui fait qu'effectivement on est en panne de beaucoup de choses. On a parlé diagnostic, on parle emploi, voilà, il y a des choses qui se font, mais elles ne vont pas aussi rapidement. Et en fait, la difficulté, c'est que c'est des petits pas mis les uns à côté des autres, mais il n'y a pas de parcours cohérent des personnes. Voilà. Ce qu'il faudrait arriver, c'est effectivement, depuis l'école, quelque chose de construit jusqu'à l'emploi, parce c'est les phases de vie de chaque personne, et qu'on ait une cohérence, qu'on ait une logique. Et pas, ah ouais, je peux avoir un petit truc comme ça, puis après, ploum, je n'ai plus rien. J'ai l'UMA, il y a plein de monde autour de moi, je suis un enfant, bon, après, pour aller à l'école, il n'y a plus rien. Et après, je me retrouve sans accompagnement, ou c'est les parents qui doivent payer l'accompagnement. Tout est un petit peu comme ça. Donc, il y a des bouts de choses qui sont construites, mais il n'y a pas une cohérence. Et là, enfin, nous, ce qu'on attend, parce qu'on fait partie d'Autisme France, qui regroupe toutes les associations de parents et de personnes autistes sur toute la France, ce qu'on attend, c'est qu'effectivement, il y ait une réflexion, une stratégie. Voilà, une stratégie. À un moment donné, on parlait de la stratégie autisme, mais il faut véritablement avoir des orientations et des objectifs et quelque chose qui soit pas, on essaime un petit peu, on fait un petit peu plaisir à celui-là, on fait un petit peu plaisir, je charrie un peu, mais je suis pas loin, hein, parce qu'effectivement, en fonction les politiques sont sensibles aussi à ça, c'est qu'on a plus d'aide par rapport aux enfants qu'on aurait par rapport aux adolescents, ou si on regarde des personnes toxicomanes ou des gens dans la rue, il y a moins de subventions, il y a plus pour le handicap, il y a moins pour des gens qui sont avec d'autres problèmes qui sont moins bien cotés. Donc on attend maintenant, on va voir ce qui va se passer, qu'on ait effectivement quelque chose de plus cohérent et de plus construit. Merci. Catherine, tu veux apporter une réponse ? Alors, il y a monsieur... Sans micro ?
Métaphore. Merde, pas trop fort. Non, je vais faire une métaphore. Ça sert à rien de fermer une fenêtre si les fondations sont pas bonnes. Si on démarre pas au départ, on le fait pas. Donc toute politique, si on remet pas en cause et si on donne pas du pouvoir aux AESH dans les écoles, on n'arrivera à rien. Et c'est lamentable. Alors après, vous avez dit oui. Alors, j'ai ma femme qui était infirmière en maternité. Elle a fini AESH en divisant par 3 son salaire. Et donc tous les jours, on se rend compte de la difficulté de personnes autistes qu'on accueille, la relation. L'éducation nationale dit à l'AESH qu'il ne doit pas parler aux parents. Non mais c'est grave. On a vu l'importance de la famille. Enfin, c'est complètement fou. Donc, juste le coup de gueule, c'est de dire, vous aurez beau faire et de ne pas mettre effectivement, oui, bah, les infirmières, il faut revoir leur truc, enfin, le milieu hospitalier, il est lamentable et tout. Si on parle d'une stratégie autisme, ça fait 5 ans. Il y a une délégation interministérielle à l'autisme, Madame Claire Compagnon, et Laure, je ne sais pas si elle est dans la salle. Donc, ça va s'ouvrir sur les TND, donc ça va augmenter un peu. Mais derrière, c'est quoi les moyens ? Donc voilà, ça, tous les bénévoles, il y a des tas d'associations partout. Le répit, on n'a pas parlé du répit. C'est essentiel le répit. C'est-à-dire donner aux aidants le temps de repos et de mettre leurs enfants ou leurs personnes adultes en dehors, qui leur permet d'eux. Là aussi, il y a tout. Mais bon, il y a un chantier colossal, mais déjà, si on ne travaille pas avec l'éducation nationale, on n'y arrivera pas. Les pauvres AESH, 724 € par mois pour 24 heures de travail. Ah oui, c'est ça, hein, la vérité. Merci. On a une question derrière. Après, je serai obligée de vous couper. Les questions se feront lors du déjeuner. Moi, je souhaitais témoigner en tant que représentante d'employeurs publics. Donc, je travaille à la métropole de Lyon. Les aides portées par le FIP, et notamment les conventions, ont permis de faire des avancées un peu phénoménales, je dirais, à la métropole, sur le champ, y compris du handicap invisible. Je crois que le rôle des référents handicap, alors bien sûr de toute la chaîne, les politiques, etc., qui soient portés, mais le rôle des référents handicap est essentiel. Ce type d'événements où on nous donne aussi des outils, hein, moi j'ai noté les vidéos YouTube, etc., c'est des choses que l'on va pouvoir relayer en interne. Moi j'ai découvert sur les 3 dernières années qu'on avait beaucoup de personnes avec un TSA au sein des effectifs, donc on a accompagné, hein, comme il se doit. Aussi des personnes, on va parler plus largement des neuroatypies avec des multidys, hein, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, et des troubles du TDA ou du TDAH. La difficulté que je peux encore rencontrer dans les outils, c'est la mise en œuvre d'un dispositif d'emploi accompagné sur impulsion de l'employeur avec accord du salarié ou de l'agent, puisqu'on est fonction publique. Là, c'est un outil puissant. Mais on a encore trop de difficultés. Moi, j'ai plusieurs personnes, j'ai au moins 4 ou 5 agents qui, à mon sens, seraient éligibles à ce dispositif et que je n'arrive pas à faire rentrer dans le parcours. Voilà. Alors, je complète juste, hein, il y a aussi beaucoup d'attentes, en tous les cas dans certaines régions, sur la question de l'emploi accompagné. Donc, le modèle opératoire, il est parfait, mais effectivement, il faut aussi s'armer de patience dans ce domaine. Oui, mais par contre, quand il y a un risque de rupture avec l'emploi, pour moi, alors, on va sur des systèmes hybrides, hein, si je peux m'exprimer ainsi, grâce aux aides du FIP, hein, avec des dispositifs d'accompagnement en emploi. Mais si on veut s'engager sur le moyen et le long terme, c'est l'emploi accompagné qui doit répondre. Alors, l'employeur peut, en partenariat, en accord avec le candidat, l'accompagner sur une demande à la MDPH en remplissant le formulaire de la MDPH. Donc vous êtes en droit, vous-même, en tant qu'employeur, de faire cette demande auprès de la MDPH. Maintenant, si la situation est urgente, vous pouvez contacter directement la structure. Et alors moi, je parle pour notre structure Messidor. Nous pouvons intervenir dans le cadre d'une sécurisation. Cette intervention se fera sous forme d'une prestation. Voilà. Je vous propose... Oui ? Dernière intervention, s'il vous plaît, parce qu'on a encore un texte qui doit être lu et la clôture par Céline. Excusez-moi, je voulais juste compléter. Moi, je suis coordinatrice de l'emploi accompagné sur toute la Loire. Donc, j'interviens sur 4 dispositifs, dont un spécialisé TSA.
Le premier interlocuteur pour une entreprise ou la fonction publique, c'est Cap Emploi qui peut lancer de suite un maintien à l'emploi accompagné par l'emploi accompagné. Ça, c'est la première solution qui va être un tout petit peu plus rapide qu'un dossier MDPH. Ah oui, tout à fait. Et il y avait un autre point qui était abordé, mais je ne sais plus, c'était... Ben voilà, je l'ai perdu, c'est pas grave, on en parlera en off. Mais voilà, il y a Cap Emploi qu'il faut solliciter, et en effet, on a beaucoup d'attentes, surtout sur les dispositifs TSA. Ah oui, le point que je voulais dire, c'est que nous, sur la Loire, par exemple, on n'a jamais été sollicité pour du maintien par la fonction publique. Aujourd'hui, on a 45 accompagnements de TSA sur toute la Loire. Ce n'est que dans le privé. Donc peut-être qu'on est méconnu et que ça serait bien qu'on arrive à communiquer un peu plus sur notre dispositif. Voilà. Merci. Bon, oui, alors je vais peut-être juste rebondir. Oui, effectivement, donc si les employeurs publics ne connaissent pas le dispositif, j'espère que cette journée aura contribué à ce que vous le connaissiez. Je pense que cette volonté du FIP de travailler sur les handicaps invisibles, c'est intervenu après le Covid et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un vrai besoin. Donc les réunions qui ont lieu dans chaque région, je pense que ça va permettre de sensibiliser aussi les acteurs locaux. Moi, je vois au niveau de la région des initiatives d'employeurs qui, lors de la SEPH, font des journées sur les TSA, sur les handicaps psychiques. Il y a plein d'initiatives qui émergent. Donc, c'est des briques qui sont en train de monter en puissance. Mais j'espère que cette journée aura contribué à ce qu'on connaisse mieux les TSA et les handicaps indivisibles. Amandine ? Oui. Alors, merci. On va du coup clôturer cette journée avant de rejoindre l'autre salle, l'Atrium, pour le cocktail déjeunatoire, où vous verrez, il fait un petit peu moins chaud.